Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Finalement, il n'y aura pas de prime exceptionnelle. Après le malaise suscité par l'attribution d'une indemnité de plus de 3 500 € aux sénateurs, le président du Sénat, Gérard Larcher, a annoncé son annulation pour éteindre au plus vite la polémique. C'est le rapport qui met le feu aux poudres, celui de la Cour des comptes, mettant en cause la politique sécuritaire menée depuis 2002. L'UMP y voit un tract du PS et dénonce la partialité de l'institution présidée par le socialiste Didier Migaud. La gauche savoure et y voit la confirmation de l'échec de Nicolas Sarkozy. Débat à suivre dans ce journal. Un abandon total des charges. Les avocats de Dominique Strauss-Kahn préviennent qu'ils ne plaideront pas autre chose pour leurs clients. Un arrangement proposé par le procureur Cyrus Vance consistant à plaider coupable a ainsi été rejeté par le camp DSK. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Clore la polémique au plus vite. Tel est l'objectif du président du Sénat, Gérard Larcher, qui a finalement décidé aujourd'hui d'annuler une indemnité exceptionnelle de 3 500 € versée aux sénateurs. Il faut dire que l'affaire a créé un malaise. Plusieurs sénateurs ont refusé la prime, la jugeant illégitime. Élise Cardi. Pour mettre des sénateurs dans l'embarras aujourd'hui, il fallait poser une toute petite question. Est-ce que, comme plusieurs de vos collègues, vous pensez à rendre la prime exceptionnelle? Ça veut dire non? Ça ne veut pas dire non. Ça veut dire oui? Ça ne veut pas dire oui. Moi, je m'occupe que des finances de l'État et pas d'autre chose. Vous ne faites pas partie de ceux qui vont la rendre? Non. Car plusieurs sénateurs ont décidé de rendre cette prime exceptionnelle de plus de 3 000 € octroyée par le Sénat, parmi lesquels la socialiste Nicole Bricq. Dites les remises et puis ça y est, je l'ai dit. Et surtout, et c'est symbolique, le président de la commission des finances du Sénat. Moi, je passe mon temps à demander au gouvernement de faire des efforts pour réduire la dépense publique, pour réduire les déficits publics. Et voilà que nous nous laissons aller à de telles pratiques. C'est injuste, c'est choquant, c'est une provocation. Et donc, je demande que cela soit corrigé le plus vite possible. Ça arrive à un très mauvais moment par rapport aux attentes de nos concitoyens. Donc, je le dis très simplement, je pense que c'est une erreur. J'apprends qu'un mouvement se dessine pour renoncer à cette prime. Je trouve que c'est une bonne idée. Vous allez le rejoindre, ce mouvement? Bah oui. Cet après-midi, même le ministre du Travail met de l'huile sur le feu. Non, parce que c'est l'affaire des parlementaires. Maintenant, je vais vous dire, il y a des sénateurs qui y ont renoncé, ils ont bien fait. Tout ce remue-ménage est parvenu jusqu'au président du Sénat qui en a pris acte. Il indique dans une lettre au questeur qu'il souhaite une annulation pure et simple de cette prime. Donc vous refuserez également cette... Ce sera à coup sûr l'un des thèmes de cette campagne, l'immigration. Sur ce sujet, les différents partis ont affiché la couleur. Pour le Parti socialiste, il faut une politique de lutte contre les employeurs clandestins, mais une amélioration de l'intégration. L'UMP, en convention ce jeudi, présente 23 propositions choc. Les détails avec Margot Aubrio. L'UMP face au défi de l'immigration, une vingtaine de propositions pour répondre aux attaques de la gauche et retenir les électeurs de droite tentés par le Front National. Je veux dire à celles ou ceux qui régulièrement nous disent « Oh là là, encore une réflexion sur l'immigration, encore une loi sur l'immigration », que c'est ne pas faire de réflexion sur ce sujet ou ne pas faire quand c'est nécessaire de réglementation sur ce sujet qui serait préoccupant. Ici, on revendique l'immigration choisie et on parle même de réduire l'immigration légale. Mon premier devoir, c'est bien sûr, comme ministre de l'Intérieur, de lutter contre l'immigration irrégulière, mais il serait irresponsable de ma part de ne pas agir pour réduire l'immigration légale. Parmi les propositions, l'UMP veut une politique plus restrictive des visas et n'accorder de titre de séjour qu'aux immigrés entrés légalement. Autre proposition, un regroupement familial moins rapide et sous de nouvelles conditions. L'immigration de travail, elle, devra être plus sélective. Le sujet divise, cette convention Jean-François Copé l'amène avec la droite populaire, celle qui réclame la fin de la binationalité. Qu'est-ce que c'est que l'appartenance à la nation ? C'est pas simplement d'avoir choisi le droit d'y vivre, c'est peut-être aussi d'avoir un jour peut-être l'exigence d'y mourir.
Mais pas question de changer la loi pour le moment. La question sera peut-être examinée en septembre lors d'un nouveau débat, une concession faite à Lionel Lucas après sa vraie fausse démission du secrétariat national de l'UMP. Qu'en est-il de l'application de la loi Bachelot? Eh bien, le Parlement a supprimé aujourd'hui certaines de ces dispositions, en particulier pour les médecins libéraux. C'est l'aboutissement du texte du sénateur Fourcade qui garantit la liberté des médecins libéraux. Tous les détails avec Marie Chambrial. Les médecins libéraux peuvent se sentir soulagés. En 2009, Roselyne Bachelot avait souhaité contraindre les médecins à s'installer ponctuellement dans des zones peu pourvues en personnel médical. Le Parlement est revenu aujourd'hui sur ces dispositions. Il reprend les termes de la proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Fourcade, mettant fin à d'éventuelles pénalités financières. C'est absurde de vouloir réformer le système de soins en France contre les médecins, c'est absurde. On n'est pas dans un système figé dans lequel il faut que chacun ait sa petite carte, son endroit. Non, tout ça est absurde et il faut au contraire développer les mesures incitatives, mais le faire sur le plan local. Des mesures incitatives insuffisantes pour les associations de patients. Elles mettent en garde contre une future pénurie médicale. C'est un vrai problème de santé publique, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes de sécurité sanitaire. Des gens vont probablement demain ou après-demain avoir des accidents de santé, voire décéder, parce qu'il n'y aura pas eu d'offre médicale de proximité. Une autre disposition devrait aussi faire grincer des dents. Les dentistes ne seront plus obligés de communiquer leurs marges sur les prothèses dentaires. C'est le rapport qui met le feu aux poudres, celui de la Cour des comptes mettant en cause la politique sécuritaire menée depuis 2002. L'UMP y voit un tract du PS et dénonce la partialité de l'institution présidée par le socialiste Didier Migaud. La gauche savoure et y voit la confirmation de l'échec de Nicolas Sarkozy. Jérôme Rabier. Dans leur rapport sur la politique de sécurité depuis 2002, les sages de la rue Cambon frappent fort. Des policiers peu présents sur le terrain, des effectifs inégalement répartis sur le territoire, aucune garantie de résultat pour la vidéosurveillance et un bilan sur la sécurité contrasté malgré des moyens accrus. Le constat est sans appel et il fait bondir Claude Guéant. J'estime que ce rapport fait beaucoup d'approximations, dit beaucoup de choses inexactes, ne prend pas les bons angles de vision et d'appréciation d'une politique de sécurité. Et je dis que c'est un rapport qui est contestable, et comme il est contestable, je le conteste. Un rapport contestable pour la majorité, pas vraiment l'avis de Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Voilà, c'est un rapport, je crois, qui est exact, qui est objectif, qui est le fruit de la collégialité, qui s'appuie sur la contradiction. Alors on n'est là ni pour plaire ni pour déplaire. On peut parfois déplaire, ce n'est pas notre problème. Nous constatons. Didier Migaud rappelle que ce sont plus de 100 fonctionnaires de la Cour des comptes qui ont validé ce rapport. Symbole de l'ouverture, l'ancien député socialiste doit subir les foudres de certains membres de la majorité. Bernard Carayon, député UMP du Tarn, va jusqu'à qualifier le rapport des sages de tract du Parti socialiste. Voilà, pas d'autres questions ? La Cour des comptes enflamme le débat et épingle la politique sécuritaire du gouvernement. On en parle avec nos invités ce soir. Bruno Bechiza, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, secrétaire national de l'UMP, chargé de l'emploi des forces de sécurité. Avec nous également Yann Brossard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe communiste au Conseil de Paris et responsable des questions de sécurité au Parti communiste. Alors, Bruno Bechiza, avant d'entrer dans le détail des chiffres, on va parler politique, l'aspect politique. La droite tire à boulet rouge sur le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. De quoi est-il coupable? De faire son travail? Alors, ce n'est pas forcément M. Migaud qui est visé. Quand vous avez parlé dans votre sujet de sages de la rue Cambon, quand on connaît le but de la Cour des comptes qui est d'évaluer les politiques publiques, on serait quand même en droit, et là j'invite toute personne à aller voir la page 10 du rapport, de s'apercevoir que les 6 principaux rapporteurs sont tous soit un ancien sénateur socialiste, soit un ancien maire socialiste, soit tous les autres d'anciens membres de cabinets socialistes. Alors effectivement, ça pose une question de partialité. Surtout quand, en examinant le fond, et on y viendra plus tard, on s'aperçoit qu'il y a bien souvent des visions partielles, des sujets éludés, avec un choix sur la période qui est étonnant. Moi, je peux bien dire sur le fond qu'il y a un problème 2002-2009, mais qu'on compare un peu... politique, une manipulation. Je ne veux pas complot parce que ça voudrait dire que le premier président a savamment orchestré ça. Non, je pense pas du tout. Il y a eu conjonction d'intérêts entre certains rédacteurs qui finalement se sont dit si on pouvait un peu contribuer au débat présidentiel en faisant un papier sympa pour nos amis socialistes, ce serait bien.
Yann Brossard, est-ce qu'on n'est pas dans l'excès mais des deux côtés lorsque ce soir Manuel Valls, sans doute pour se faire remarquer, peut-être demande la démission du ministre de l'Intérieur? Honnêtement, les remarques de Manuel Valls ne m'intéressent pas beaucoup. Ce que je trouve ridicule, c'est précisément cette tentative de discréditer ce rapport de la Cour des comptes. D'ailleurs, à droite, vous êtes les premiers à vous saisir des rapports de la Cour des comptes lorsqu'ils vous arrangent et lorsqu'ils vont dans votre sens, en particulier lorsqu'ils exigent des suppressions d'emplois publics et des économies sur le budget. Donc moi, je pense qu'en réalité, le gouvernement est très gêné. Quand je regarde Claude Guéant dans votre reportage, j'ai vraiment le sentiment qu'on a affaire à un mauvais élève qui accuserait son bonnet d'âne. Je crois que la droite est obligée aujourd'hui de répondre aux critiques extrêmement fortes qui sont faites par la Cour des comptes. C'est un gros travail, c'est 250 pages, c'est 52 villes qui ont été passées au crible de ces membres de la Cour des comptes. Je crois qu'à un moment donné, il va bien falloir que vous vous confrontiez à la réalité, notamment en matière de sécurité. Ce qui m'intéresse dans votre développement, quand on va sur le fond du rapport, c'est qu'il y a quand même des méthodes préconisées par justement ces rapporteurs de droite, ne plus consulter les syndicats de police, répartir les effectifs sans prendre en compte les avis des personnels, qui effectivement peuvent apparaître très particuliers, sauf quand on a une grille de lecture qui fait qu'effectivement, depuis 2002, tous les accords dans la police nationale et avec la gendarmerie sous d'autres formes ont systématiquement été négociés. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer ensuite sur le fond pour s'apercevoir que c'est très partiel. Dites-nous, il y a des doutes dans ce rapport, il y a des doutes sur la baisse de la délinquance, il y a la vidéosurveillance trop coûteuse, il y a une mauvaise gestion qui est décrite des forces de sécurité. Est-ce que pour vous tout est de travers ou est-ce que vous reconnaissez vos manquements sur certains aspects? S'il y a bien un sujet, et on en a déjà parlé ici même, où il est hors de question de faire du triomphalisme en disant tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est bien dans le domaine de la sécurité. On aurait pu pointer par exemple aujourd'hui un vrai problème que le ministre lui-même dit, c'est le problème de la réponse pénale qui crée un malaise dans les forces de sécurité ou de l'inexécution des peines. Mais là on s'aperçoit qu'on mélange le problème des polices municipales comme si les 18 000 policiers municipaux avaient été embauchés en 2002. Le problème de la vidéoprotection qui, dans les villes, ne fait plus débat. La plupart des élus, je sors du conseil régional, les votent tous, gauche et droite confondus. Vous fait sourire, Yann Brossard, depuis tout à l'heure? Parce que depuis tout à l'heure, vous passez votre temps à expliquer que ce rapport présente des défauts, etc. La réalité, c'est que ce rapport est accablant pour vous, parce que vous avez fait au cours des dernières années de la question de la sécurité, la question dans le rapport. Et en réalité, ce que pointe le rapport, et qui, moi, me paraît très intéressant, c'est précisément de remédier à ce que eux disent, à savoir que vous avez passé votre temps au cours des dernières années à vous défausser sur les collectivités locales, ce qui fait qu'on a une explosion en matière de sécurité, d'inégalité entre les territoires, entre d'un côté des communes riches qui peuvent se permettre de se doter de polices municipales pléthoriques et de l'autre des communes pauvres qui ne peuvent pas le faire. Eh bien, il faut arrêter avec ça et il faut remettre de l'État en matière de sécurité. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que ce qu'on a besoin d'organiser, c'est le retour de l'État en matière de sécurité, d'arrêter de se défausser sur les collectivités territoriales, d'arrêter de se défausser sur les particuliers qui peuvent se payer une police privée pour surveiller leurs résidences. C'est avec tout cela qu'il faut rompre. Il faut donc massivement des créations de postes en matière de sécurité. Mais un tout petit morceau du rapport. Sur ce point-là, très simple, je le répète, 2002, il n'y a pas eu l'apparition spontanée de 18 000 policiers municipaux, ils étaient là avant. Les 10 000 agents de surveillance de la voie publique, ils étaient là avant. Les 150 000 personnes qui servent dans les sociétés privées de sécurité. Non, justement, pour répondre à monsieur, quand vous dites que l'État national au cours des dernières années, combien de postes supprimés aux téléspectateurs pourquoi la Cour des comptes n'explique pas qu'il y a une différence mathématique? Ici, vous aviez étudié avec les parlementaires la LOLF, la loi d'orientation sur les finances publiques, qu'on ne comptabilisait pas les fonctionnaires en 2002 comme on le fait aujourd'hui. Pourquoi ça n'est pas dit? Parce que ça expliquerait peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, quand on compare des pommes et des poires... Il y a eu des suppressions de postes de policiers dans nos quartiers ou pas? Vous avez ce système. Au cours des dernières années, depuis 2007, combien on a eu de suppressions de postes? Regardez-moi avec le sourire, vous avez bénéficié d'un déploiement. En Seine-Saint-Denis, au Blanc-Ménil, combien on a eu de suppressions de postes? On a eu des centaines, vous le savez, de suppressions de postes massives. Les Français savent très bien, ils le constatent. Le rapport est arrivé, il est là. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en tenir compte dans votre camp? C'est comme si vous disiez que je vais tenir compte du programme du Parti Socialiste. Je vais être très dur. J'estime effectivement mais je suis très dur. J'estime que ce rapport est tellement partial qu'effectivement, il est normal que les équipes de Claude Guéant l'étudient, voient ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a des choses de valables. Mais la Cour des comptes est discréditée, selon vous, aujourd'hui? Parce que si vous me dites que... Alors, attendez, je vous ai bien parlé des sages. Des sages. Bon. Moi, j'aimerais effectivement, ça pose le problème du groupe qui a contribué à ce rapport.
Il est hors de question de jeter l'opprobre, mais ça pose un débat que vous avez déjà eu ici sur d'autres organes de contrôle, aujourd'hui, de dire à 1 an de la présidentielle, il faut être sûr que quand il y a des rapports de rendus, effectivement, ça ne contribue pas dans un sens. Est-ce que vous vous souvenez ce que disait la droite lorsque Didier Migaud a été nommé? Vous saluez tous à l'époque cette prise d'ouverture comme un socialiste reconnu pour sa rigueur et ses compétences. Ça l'est moins à 1 an de présidentielle. Je vous ai dit en préambule que je ne considérais pas que c'était un complot du premier président de la Cour des comptes. Yann Brossard. Moi, je crois surtout que ce qu'on doit aux Français aujourd'hui, c'est des réponses concrètes en matière de sécurité. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que demain, on rouvrira des commissariats de proximité? Est-ce que demain, il y aura des flics dans les quartiers pour régler les problèmes auxquels on est confronté tous les jours? Moi, je suis élu du 18e à la Goutte d'Or. On a des habitants qui ont peur parce qu'ils vivent dans l'insécurité permanente. Et je crois qu'aujourd'hui, votre responsabilité comme membre de la majorité, c'est de donner des réponses à ces questions-là. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que vous vous aveuglez complètement. Vous refusez de tenir compte des recommandations de ce rapport et que c'est la gauche qui, demain, apportera des réponses aux questions de sécurité. Non. Quand je vous disais qu'il était parcellaire, oui, il y a aujourd'hui de vrais problèmes en termes de sécurité, trop de victimes, pas assez de réponses pénales, trop d'inexécution des peines. J'aurais aimé, et là, ça aurait été une preuve de neutralité que ce soit soulevé, ça n'a pas été soulevé. Donc oui, on est perfectible, je suis d'accord avec vous, mais là aussi, pas de double discours, en particulier vis-à-vis des policiers ou vis-à-vis des peines, quand vous avez des voyous de certains quartiers tenus par votre majorité, je ne dis pas le PC, effectivement, de quoi je parle, Sevran. C'est pas nous qui créons les voyous, c'est pas nous qui créons les voyous, 25 discours Béchida. de dire je veux des casques bleus, mais quand vous avez des gros dealers interpellés, ne pas s'émouvoir quand ils sont systématiquement... Il n'y a pas plus d'insécurité dans les villes tenues par des socialistes. On est les premiers à dire qu'il faut lutter contre les trafics. Qui n'est pas tenu par les socialistes. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à monsieur Brossard en particulier? Non, pas à monsieur. Vous savez que sur la sécurité, on a déjà, il n'y a pas un discours à gauche. Vous parlez de Manuel Valls qui n'a absolument pas le discours que d'autres personnes à gauche. Et effectivement, on a un double discours. On ne peut pas dire on veut plus de policiers, mais on ne veut pas qu'ils interpellent les voyous. Il faut qu'il y ait une cohérence. Les deux camps. Merci beaucoup, messieurs. On le voit, la campagne a commencé sur ce thème très important qui est la sécurité. Merci à vous. Merci. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Élise Ecardi. C'est ce qui arrive lorsqu'un pays achète plus qu'il ne vend. Le déficit commercial de la France s'est encore creusé au mois de mai, passant à 7,42 milliards d'euros. La France a connu une hausse de ses importations, notamment énergétiques, et des exportations en baisse. Mais les chiffres peuvent varier avec quelques ventes significatives en moins. En mai, la France n'a vendu que 21 Airbus, contre 26 au mois d'avril. Claude Guéant va s'occuper de son cœur. Le ministre de l'Intérieur, âgé de 66 ans, sera opéré mardi prochain pour un pontage coronarien. Il devrait rester hospitalisé une dizaine de jours. Son entourage promet que cette opération était prévue de longue date et n'a pas été décidée en urgence. Ils assurent aussi qu'il restera maître de ses dossiers pendant son hospitalisation. Rentrée des classes pour l'ex-judoka devenu ministre. David Douillet sur la photo de famille du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Première conférence de presse avec ses collègues et premier conseil des ministres pour celui qui est chargé d'un tout nouveau secrétariat d'État en charge des 2 millions de Français résidant à l'étranger. La vidéo est rapide mais suffisante pour laisser voir les bandages de ses blessures. C'est la première apparition du président du Yémen, Ali Abdullah Saleh, depuis qu'il a été blessé dans le bombardement de son palais au début du mois dernier. Dans son discours, il tente de rassurer, disant qu'il soutient le dialogue et qu'il voit d'un bon œil un partage du pouvoir au sein de la Constitution. Enfin, c'est un mal de notre siècle qui s'accentue un peu tous les jours, la solitude, l'absence de relations sociales. Un Français sur 10 n'aurait pas plus de 3 conversations personnelles par an, soit une tous les 122 jours. Un collectif Pas de solitude dans une France fraternelle a tenté d'alerter aujourd'hui. Déclarée grande cause nationale en 2011, la solitude touche 4 millions de Français, soit 9% de la population. Ce chiffre est 2 fois plus important chez les personnes pauvres. Non, ce n'est pas un bilan de l'année, mais plutôt un point d'étape avant la saison estivale que nous vous proposons ce soir. Quels sont les moments forts, politiques et économiques de cette saison? Et à quoi peut-on s'attendre à la rentrée? Nos invités pour en parler, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et le directeur du Nouvel Observateur, Laurent Geoffrin. Bonsoir. Alors Laurent,
quel est l'événement, l'action politique qui vous a le plus marqué ces derniers mois, mais sur la scène nationale? C'est le bouleversement qui est intervenu à gauche à la suite de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. En disant ça, je ne vais pas vous surprendre beaucoup. Non, je m'y attendais, je vous avoue. Évidemment, ça modifie la donne. Mais il y a une chose frappante, justement, c'est qu'on pouvait penser que ça allait rejaillir sur toute la gauche, et apparemment, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est-à-dire que dans les enquêtes d'opinion, la faveur dont jouit l'opposition s'est transférée simplement sur d'autres impétrants, qui sont Hollande et Aubry. Et finalement, l'effacement de Strauss-Kahn n'a pas eu d'effet mesurable. Ça a eu un effet sociétal sur les relations hommes-femmes, sur la manière de concevoir l'exercice des responsabilités, le rapport avec l'argent, des choses comme ça. Mais sur le plan électoral, zéro. C'est assez étonnant pour celui qui était le champion, la star des sondages. Ça renvoie à un autre fait extrêmement frappant, c'est la stagnation à la baisse de Nicolas Sarkozy dans les mêmes enquêtes. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Français qui approuvent encore un peu moins son action. Et donc il y a 2 tiers qui sont soit indifférents, soit hostiles. Et donc ça fait beaucoup d'opposants. Et donc il y a eu une déception. Le fond de l'affaire, c'est ce qu'on a compris au bout d'un certain temps. C'est pas seulement une question de style, une question de décision ou de crise. Il y a une déception par rapport à l'espoir assez légitime que Nicolas Sarkozy avait soulevé juste après son élection, puisqu'il avait dit, vous allez voir, 1, on va faire des réformes, 2, elles vont être efficaces, ça va aller mieux, etc. Et les gens considèrent que d'abord, il ne fait pas tout à fait président, en tout cas, il ne faisait pas tout à fait président, et deuxièmement, on n'a pas vu ce qu'on attendait. Alors justement, puisque vous parlez des promesses, on est en pleine campagne, on le voit. Il y a un mot qui revient de plus en plus souvent, je l'ai entendu dans la bouche du socialiste Manuel Valls, dans celle de Jean-Pierre Raffarin et même Marine Le Pen, la vérité. Il faut dire la vérité aux Français. Oui. Est-ce que ça va être l'essence de cette campagne? Ni fleurs, ni belles paroles, ni promesses, la vérité? Vous avez une situation économique et financière qui est terrible, un déficit budgétaire considérable, une crise monétaire en Europe. Et une dette publique qui s'est extrêmement alourdie. Donc évidemment, celui qui arrive en disant voilà, je vais distribuer des milliards et je fais des promesses à toutes les catégories, comme on fait parfois dans les campagnes, ça se retourne contre lui. Ouais. C'est pas crédible, donc personne n'y croit. Et donc c'est l'adversaire qui en tire profit. Et je pense qu'effectivement, cette campagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une chicaya, des petites phrases, etc., ça va être une campagne sérieuse. C'est-à-dire que les gens vont parler du fond. Qu'est-ce qu'on fait pour le chômage, pour les finances, le budget, les impôts, etc. La vérité, sujet crucial, l'endettement de la France et des États européens d'ailleurs. D'abord sur la vérité, d'accord, il faut dire la vérité. Le problème, c'est qu'on peut admettre que chacun a sa vérité. C'est-à-dire que, et que justement là-dessus, le débat va s'ouvrir. Parce que, par exemple, chez les économistes, il y a aujourd'hui un débat, faut-il continuer dans la restriction budgétaire? Alors évidemment, il y a une vérité qui sont les déficits abyssaux et dangereux, mais il y a aussi une autre vérité que cette restriction massive et profonde peut, par certains côtés, aggraver la situation. Moi, ce qui me frappe vous disiez qu'est-ce qui vous a frappé sur le plan politique des derniers mois, moi, ce qui me frappe, c'est la stérilisation de la créativité en matière d'idées face à l'évolution de la crise. Par rapport à ce qui s'est passé en 2008, même 2009-2010, il y avait un bain de créativité à l'intérieur du G20, ça allait sur les paradis fiscaux, les contrôles des primes aux traders, la coopération internationale. Et puis depuis quelques mois, on assiste, et on va le voir certainement dans le G20 de décembre prochain, sur lequel M. Sarkozy avait fondé quand même pas mal d'espoir pour sa campagne d'après, on va voir que là, on a un problème de créativité, il y a une sorte de stérilité. Or, le problème, c'est qu'elle intervient à un moment où la conjoncture se complique. C'est-à-dire là, je pars en vacances de manière, le cœur un peu moins léger qu'il y a 1 an, si vous voulez. Parce que, effectivement, avec un certain enthousiasme, parce que je sais qu'à la rentrée, il va y avoir un débat politique très profond, mais on voit bien que la conjoncture se complique. Vous avez parlé du G20 qui va venir à l'automne. Justement, Laurent Geoffrin, Nicolas Sarkozy compte beaucoup sur ce G20. Il est déjà en campagne. Est-ce que vous trouvez, vous l'avez dit tout à l'heure, il fait dans le sobre, dans le classique? Il est revenu à un style plus traditionnel dans la Ve République. À la fois sur le fond et la forme. Parce qu'il a construit tout son succès sur la transgression. C'est comme ça qu'il a été élu. Il disait des choses que personne n'osait dire. Un comportement direct, franc,
parfois un peu familier, et c'est ça qui a plu finalement, parce qu'on avait le sentiment avant que c'était un peu compassé, un peu immobile, et ça. Donc il a joué beaucoup de ça. Et puis il a été trop loin, on le sait bien, il y a eu des fautes de goût, et ça lui a coûté très cher. Et depuis 2 ans maintenant, la cote a plongé, et elle n'est jamais remontée. Et après, on a l'impression que quoi qu'il fasse, ça marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il a eu un nouvel accès d'hyperactivité, on le voyait tous les jours, tout le temps, avec des réformes partout, enfin des annonces en tout cas de réformes. Et puis après, il s'est rendu compte que c'était inefficace. Il a fait un coup de barre à droite très fort il y a 1 an sur des questions d'identité, d'immigration. Ça n'a pas marché non plus. Après, il est revenu, il a voulu. Le tableau noir, sombre, tout est inefficace. Il a voulu. Ça ne me surprend pas non plus, mais. Il a voulu nommer Bordeaux, il n'a pas pu. Il veut nommer le maire à Bercy, il ne peut pas non plus. Il est dans une grave difficulté en fait. Il baisse plus, quand même, parce que depuis qu'il a modifié un petit peu... Il y a un sondage, excusez-moi, oui, il y a un sondage qui va sortir dans les Échos, je ne sais pas si vous en avez parlé, non? Oui. Le CSA, il baisse de 2 points encore. D'accord, enfin, c'est pas beaucoup, hein, 2 points, c'est pas significatif. C'est quand même pas mal, quand on est arrivé à 33, ça pose un problème. Cela dit, je pense que la modification de l'attitude de M. Sarkozy peut modifier également la campagne à gauche. Parce que j'entends dire, par exemple, entre Hollande et Aubry, il n'y a pas de différence. Ça dépend. Ça dépend aussi sur l'image que les Français veulent avoir de leur président. On sait bien que le problème de Nicolas Sarkozy, c'est peut-être de ne pas avoir donné une image présidentielle telle que l'attendent les Français. Et je crois que l'idée de qui veut-on pour nous représenter, dans lequel on se reconnaît, va être très important dans la campagne qui va venir, une campagne d'image. Laurent Geoffrin, la primaire socialiste qui arrive, elle va être polie, ennuyeuse ou mouvementée et pleine de rebondissements? Je pense que ça va marcher. Ah, ça va marcher. Mais non, je suis le parti pris, non pas que je sois Vous n'êtes pas candidat pour les socialistes, ou un candidat, non, pas encore, je ne sais pas. Non, sérieusement. Moi, j'étais un partisan de ce système. Je trouve que c'est un bon système qui permet de demander d'abord aux gens de choisir et non pas un appareil. Parce que les gens disent, oui, primaire, c'est risqué. Qu'est-ce que ça aurait été? C'est le parti. C'est que la fédération des Bouches-du-Rhône, vous connaissez la rigueur morale, aurait choisi en s'alliant avec la fédération de l'Hérault, par exemple, vous connaissez également la rigueur morale, et puis ils seraient mis avec je ne sais quelle fédération du Nord, et puis ils auraient fait le candidat. Bon, ça n'aurait pas été un bon système, surtout que le dernier congrès, ils ont triché comme dans tous les sens. Donc là, c'est clair, net, et on s'adresse à l'électorat de gauche. Et ensuite, je pense qu'il y aura un débat. Je ne sais pas si vous avez entendu ou lu le discours de M. Valls, oui, qu'il a tenu, donc c'était hier, je crois, ou avant-hier soir, enfin je sais plus. Et c'est un discours idéologique très marqué, c'est-à-dire que par rapport à l'idéologie traditionnelle de la gauche, il est en décalage complet. Oui. Et de l'autre côté du prisme, vous avez Montebourg. Alors lui, il est beaucoup plus audacieux dans les réformes, dans l'autre sens. Il veut faire de la démondialisation, alors que Valls fait l'éloge de la mondialisation. Et là, il y a un vrai débat qui se profile, qui n'est pas seulement un débat sur le caractère des candidats, mais un débat sur les propositions avec des écoles intellectuelles ou doctrinales très différentes. Donc, je pense que ça va intéresser les gens. À droite comme à gauche. Qui vont aller voter. Ça va bouger. Dernier mot, Jean-Louis. C'est-à-dire que ces thèmes-là, dont on vient juste de parler sur la démondialisation, ne viennent pas du cœur même des présidentiables les plus favoris. C'est intéressant de voir que donc là, dans la campagne, il va y avoir des surprises. Absolument. Parce qu'il y a des choses qui vont venir de l'extérieur et sur lesquelles les candidats favoris vont devoir se prononcer. On vous promet... Et puis, faut oublier Jean-Michel Baillet, dont la candidature bouleverse complètement la donne. Tout à fait. Donc on s'attend à des rebondissements et à des surprises. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce journal et la fin d'ailleurs du 22h pour cette saison. On vous retrouvera bien sûr avec plaisir pour une rentrée, vous l'avez compris, très agitée, très politique. J'en profite pour remercier mes complices, Pierre Bonde-Joseph, Jean-Luc Gombault, que vous voyez, et puis Laurent Geoffrin, qui vient de plus en plus souvent. C'est un plaisir. Simon Barbary, Florent Gando et Pierre-Henri Gergonne ce soir. Tout de suite, l'émission Retour sur. Belle soirée, bel été à vous. Les citoyens de Sarajevo étaient bien déterminés à défendre leur ville. Sarajevo ne pouvait pas tomber. Avril 1992, Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, est assiégée par l'armée serbe. Pour communiquer à l'extérieur et ravitailler la ville,
des habitants décident de construire un tunnel. À 99%, croyez-le ou non, ce tunnel a sauvé la ville. À l'aide d'archives et de témoignages exceptionnels, le documentaire de Nedim Lankarevic retrace le combat des citoyens de Sarajevo. Le tunnel de Sarajevo, un documentaire de Nedim Lankarevic, dimanche à 9h sur Public Sénat, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. La protection de notre patrimoine est un devoir politique. Le Panthéon, ces grands hommes inhumés en sous-sol, mais surtout ces fissures. Il faut 100 millions d'euros sur 10 ans. Tout ce que ne peut pas faire l'État ou les collectivités locales, ce sont les associations qui le font. L'État dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye un bail à l'État, fasse les travaux de restauration et ait un projet. Bienvenue au château de Versailles, l'un des 43 000 monuments historiques protégés. Le patrimoine français est exceptionnel en Europe et dans le monde. En témoigne l'incroyable succès des Journées du patrimoine qui attirent chaque année plus de 10 millions de visiteurs. Mais voilà, le patrimoine, ça coûte cher et l'État n'a plus les moyens d'assumer ses responsabilités, à savoir entretenir, restaurer et surtout ouvrir au public les monuments qui lui appartiennent. Du coup, la tentation est grande de se séparer d'une partie de ces monuments pour les céder soit à des propriétaires privés, qu'ils soient français ou étrangers, soit à des collectivités territoriales. D'ici 2013, 1700 biens immobiliers doivent être vendus, ce qui fait dire à certains que l'État brade les bijoux de famille. La politique de l'État met-elle en danger le patrimoine? Les reporters de Public Sénat ont enquêté. L'État n'est propriétaire que d'une petite minorité de monuments historiques. La plupart appartiennent à des particuliers et surtout aux collectivités territoriales. Et cela ne devrait aller qu'en augmentant puisqu'une loi permet aux communes, aux départements et aux régions d'acquérir n'importe quand et gratuitement un monument national en contrepartie d'une obligation d'animation culturelle et d'ouverture au public. Une première vague de 65 transferts avait déjà eu lieu dans le cadre de la loi de décentralisation de 2004. Quels bénéfices tire une collectivité locale de la gestion d'un monument? Quels sont les risques qu'elle prend? C'est un reportage d'Élise Ecardi et de Claire de Buisère. Au cœur de l'Alsace, impossible de rater le château du Haut-Königsbourg, véritable forteresse médiévale accrochée à un massif rocheux. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un château intégralement restauré. Cette restauration intégrale date d'il y a à peu près 100 ans, au tout début du XXe siècle. C'est le premier monument historique à avoir été transféré à une collectivité